Je regarde un film par pays du monde dans l'ordre alphabétique et dans cette vidéo, je vais te parler de films de la Grèce, des Trois Guinées et même de Haïti puisque je fais les pays commençant par les lettres GH. Pour rappel, j'ai décidé de me lancer donc dans ce tour du monde des films en mars dernier. J'ai donc 195 films à regarder en un an. Pour choisir ces films, donc je regarde si le ou la réal est originaire du pays, si la production a eu lieu dans le pays en question et si je trouve évidemment un moyen de voir le film. Alors parfois, j'avoue, il y aura des petits jokers, je vais pouvoir voir que la bande-annonce. Mais merci YouTube, puisque beaucoup de films sont accessibles directement sur la plateforme, et je te mets évidemment les liens dans la description. Et tiens, est-ce que tu es venu parce que tu as entendu ça ? Et oui, j'ai mis en place depuis pas longtemps ce petit moyen pour que tu te souviennes qu'un épisode sort. Donc dès que tu entendras la sonnerie du premier mercredi du mois à midi pile, tu sauras que c'est l'heure de voyager en cinéma. C'est pas mal. J'ai dépensé sans compter. Et maintenant, c'est parti pour le 5e épisode de ce tour du monde des films. Yeah! En gabonais, dolé signifie argent. Et c'est justement d'argent dont ont besoin Mougler et ses amis, qui enchaînent les petites combines pour sortir de la pauvreté et aider la mère de Mougler qui a besoin de médicaments. Au même moment, un nouveau jeu de hasard est très populaire, le dolé, et il fait son apparition sur la place du marché. La bande de Mougler se prépare alors à braquer un kiosque distribuant ces fameuses cartes. C'est ce qu'on appelle un film authentique, vraiment, parce que justement, il parle de donc l'adolescence dans ce contexte urbain et il cherche à saisir le destin de ces jeunes au quotidien. Sachant que donc ces jeunes acteurs ne le sont pas, puisqu'ils sont issus d'un casting sauvage qui a eu lieu dans les rues de Libreville, donc la capitale gabonaise. On va pas se mentir, le film il a pas mal de défauts. Je trouve qu'il insiste plutôt sur la misère au détriment, on va dire, d'autres aspects de la société gabonaise. Mais il a néanmoins gagné des prix en festival, par exemple le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage, ou encore le prix du meilleur scénario de film de long métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ça commence bien là, on est déjà pas mal niveau prix. Dans certaines communautés en Gambie, les jeunes filles sont mariées à des hommes beaucoup plus vieux. C'est la tradition. Mais ce film raconte justement comment cette tradition peut être remise en question par les femmes d'une famille qui refusent de voir leur fille mariée en échange d'une dot qui pourrait les sortir de la pauvreté. En fait, si ce film il a pu voir le jour, c'est parce que donc son réalisateur, Ibrahim Cissé, il est également directeur exécutif de l'association The Children and Community Initiative for Development. Son but en fait, c'était de réaliser un film qui dénonce les mariages forcés et surtout le manque d'éducation de certaines jeunes filles encore à notre époque. But there's nothing wrong with a 14-year-old girl marrying an older man. Et c'est aussi le premier film gambien à avoir le droit à des projections internationales. Pour le coup, c'est pas rien. Évidemment, on est encore une fois sur un film qui a assez peu de moyens, ce qui le rend parfois assez dur à regarder, on va pas se mentir, que ce soit avec la qualité d'image, de son ou même de jeu qui sont assez médiocres. En vrai, son message, il est tellement important et il permet surtout de partager une culture qui se doit de changer. Et en fait, c'est aussi ça, le pouvoir du cinéma. Merab est membre d'un ensemble de danse nationale traditionnelle géorgienne. Il tombe amoureux d'un nouvel arrivant dans la troupe, Irakli, alors même que la société géorgienne ne permet pas à deux hommes de s'aimer. Il va alors commencer à lui manifester son amour par la danse, tandis qu'il découvre sa sexualité. Alors oui, ça peut paraître un peu cliché ou un peu facile en fait d'avoir ce genre de récit d'émancipation sur fond d'homophobie, mais justement en fait, il faut garder en tête que pour beaucoup d'artistes, ça reste un geste d'un courage absolument incroyable. En fait, à l'origine, le cinéaste Levan Akin, il avait été profondément choqué par la répression d'une tentative de Pride par l'église orthodoxe et l'extrême droite en Géorgie, donc qui est le pays d'origine de ses parents, et il avait commencé à interviewer des personnes LGBTQIA+. Et ce qui aurait pu être un documentaire est devenu une fiction, où toutes ces histoires glanées se retrouvent racontées. C'est un film qui est beau, élégant et subtil, et surtout qui est empreint d'histoires vraies. Alors, il a connu quantité de difficultés sur le tournage et la production, mais en tout cas, ça en fait l'un des premiers films LGBT+ géorgiens. Et c'est grâce à ça qu'il a pu être sélectionné à la quinzaine des cinéastes en 2019 à Cannes, et surtout de le faire rayonner à l'international, et aussi d'être en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Je te mets dans la description un super entretien qu'a eu Arthur, donc qui écrit ces vidéos avec moi, et qu'il a eu avec le réalisateur lorsqu'il bossait chez Combini. Je te jure, c'est passionnant à lire.
Ezi se remémore sa jeunesse dans son petit village près d'un lac au Ghana, avec son père Kojo et sa mère Ama. Mais des éléments étranges vont arriver, et quand son père disparaît, Ezi doit retrouver les réponses qu'elle est la seule à avoir. C'est le tout premier film de Sam Blitz Bazawoulé, mais le gars est très loin d'être un artiste débutant, puisque avant de faire ce film, il a sorti 4 albums. Et pas des petits trucs tout niche, non, parce que, en fait, avant d'être cinéaste, Blitz the Ambassador, comme on l'appelle, a fait la première partie de Rakim, collaboré avec Raycon, Ben Mazué et C2C. Ça n'a aucun sens, tous ces noms ensemble. En tout cas, dans ce film, tout son charme se trouve justement dans cette légère forme d'amateurisme, du fait que ce premier essai, il était fait totalement sans budget, au milieu d'un véritable tour de force visuel absolument dingue. Et le fait qu'il fasse évidemment la musique de son propre film, et qui donc la mette en image, ça donne un style très clipesque, mais avec des effets de style très particuliers, que ce soit dans le montage ou dans le cadrage. Et le tout avec un casting qui est en grande partie amateur, sur fond de croyances et de mythes. En tout cas, c'est pas pour rien qu'il a ensuite été repéré pour collaborer avec personne, rien de très... pour réaliser une partie du film musical de Beyoncé, Black is King. Et c'est aussi lui qui a fait la nouvelle adaptation en comédie musicale de La Couleur Pourpre en 2023. D'accord. Et alors justement, en parlant de bonnes choses, comme la talentueuse Beyoncé, n'est-ce pas, que je me permets de te rappeler que si tu aimes ce format de tour du monde, tu peux le soutenir en likant, commentant et en boostant la vidéo. Et en t'abonnant évidemment, tu connais. Je sais que je vous le répète très souvent, mais vraiment, en fait, c'est d'une énorme aide que vous fassiez tout ça pour que, en fait, je puisse continuer à sortir ces épisodes, parce que ça prend énormément de temps et forcément, il faut qu'il y ait un public pour le voir. Voilà. Donc vraiment, ton soutien, il compte. Il compte énormément. Donc je mets mes petites couches, abonne-toi et tout. Une famille vit isolée dans une maison dans la campagne grecque, entourée de hautes haies. Les enfants n'ont pas le droit de sortir et ne connaissent rien du monde extérieur. Les règles en interne sont étranges et glauques, avec des histoires de canines qui poussent et qui tombent. Bref, le moins vous en saurez, le plus vous serez surpris et franchement, vous n'êtes pas prêts. Alors forcément, beaucoup d'entre vous, tout comme moi en fait, ont découvert Yorgos Lanthimos avec l'incroyable The Lobster, puis évidemment le reste de sa carrière de dingue, avec des films où Emma Stone a une perruque différente à chaque fois. Ou pas de cheveux du tout même. Ok. Mais peu savent que ce cinéaste est grec, même si on pouvait le deviner d'après son nom, mais surtout qu'avant d'aller tourner ces bizarreries poétiques à Hollywood, le bonhomme il avait fait ses armes sur son propre terre-terre. Après 10 ans de clips et 2 longs métrages fauchés, il pond donc Canine, qui nous plonge dans un huis clos incestueux et étrange en tout point, où Lanthimos justement montre déjà ses interrogations et ses futures thématiques, que ce soit les croyances et sa mise en doute, l'importance de la sexualité dans un monde stérile, et des personnages taiseux qui subissent la répression d'une autorité. En fait, tout est déjà là, mais avec un mini budget, qui sera quand même sélectionné en Un certain regard à Cannes en 2009, où il repartira avec le Grand Prix avant d'être parmi les 5 films nommés à l'Oscar du meilleur film étranger. Et c'est surtout le film qui est devenu, on va dire, le film emblématique de la Greek Weird Wave. Oui, ça existe vraiment, qui était donc un courant de cinéma absurde et dérangeant, on va pas se mentir, qui a donc marqué la Grèce dans les années 2010 environ. J'avais juste envie, de vous partager ce pan un peu méconnu de la carrière immense de ce cinéaste que moi j'adore en plus, vraiment ses films actuels je trouve charmés, mais celui-là, il a un petit truc en plus, donc il est indispensable à voir évidemment. Quand Clara rencontre John, elle tombe très vite amoureuse et il devient son monde. Sauf que John est loin d'être parfait et lorsqu'elle accouche de leur fils, elle doit les protéger de la violence de son mari. Au début, le film il commence comme une énorme rom-com, tu vois, avec ces petites musiques sensuelles et tentatives, on va dire, de mise en scène très travaillée qui justement montre ce couple trop mimsou. Puis petit à petit, en fait, tu comprends que le personnage, il est assez désabusé et que, en fait, le vrai sujet du film est beaucoup plus grave puisqu'il parle d'une relation abusive et de violence domestique. En fait, Clara, elle est aveugle face aux violences qu'elle subit et en fait, son silence, c'est l'apanage des femmes battues. Et pour le coup, il semblerait que ce soit le tout premier long métrage grenadien, donc déjà sacré sujet pour commencer. Et lui aussi, malheureusement, comme beaucoup de premiers films, il souffre d'une technique assez faible à l'image et au son. Mais là, j'ai été assez happée par l'histoire qui est
quand même bien foutu. Par contre, ça parle donc de violences domestiques et ça les montre. Hein. C'est assez frontal et dur, je trouve. C'est vraiment pas pour tous les publics. En tout cas, j'ai trouvé ça très chouette parce que le réalisateur et producteur, donc Anderson Quarles, il a décidé d'accompagner donc son film lors de projections pour en faire justement une base pédagogique. Le fait qu'il puisse l'accompagner, c'est qu'il y a vraiment un message à faire passer. Et c'est vraiment beau. On suit la vie d'une famille paysanne vivant à flanc de volcan au Guatemala. Ils ne parlent que Cachiquel, un dialecte maya. La jeune fille de la famille est proposée en mariage au contremaître de la plantation de café où il travaille. Mais le fait que lui seul parle espagnol va compliquer leur vie quand la jeune fille tombe enceinte d'un autre jeune homme. Ce film est d'une dureté monstre, que ce soit donc par son sujet, les traditions, la barrière de la langue et la condition de la femme, mais aussi parce que il montre des scènes qui sont très violentes. Énorme trigger warning, dès le tout début, on voit un animal qui se fait dépecer, et je pense que c'est pour de vrai. Parce que, oui, c'était sale. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une histoire forte sur l'envie de liberté et l'ouverture à la sexualité. De manière générale, on va pas se mentir, le film est assez contemplatif, mais ça permet surtout de profiter des paysages au pied de volcan, donc le Ixcanul, dans ce dialecte maya, et ça rend une atmosphère, mais tellement énigmatique. C'est ce noir, c'est trop beau. Le film a gagné plein de prix en festival, dont le prix Alfred Bauer à Berlin en 2015. De quoi, je pense, remettre le Guatemala sur la carte mondiale du ciné. Vraiment, belle performance. Bibi est caricaturiste dans un quotidien à Conakry, la capitale guinéenne. Il cache son métier et son amour pour Kesso, une jeune informaticienne, à son père, qui lui destine un tout autre avenir, prendre sa suite en devenant imam. Avec ce film, le réalisateur il critique violemment le poids des traditions dans les sociétés africaines. En fait, on assiste à une vraie bataille entre donc la modernité de la jeunesse et le traditionnalisme des ancêtres, en évoquant donc des histoires de politique et de religion. Par contre, le traitement des personnages féminins, il est franchement pas dingue. On va pas se mentir, souvent réduit juste à leur rapport aux hommes. Je pense sincèrement que le cinéaste, il a voulu faire passer un message à ce propos, mais je trouve pas très réussi, non, pas trop. Mais en tout cas, ce mélange tragicomique, il fonctionne plutôt bien, et surtout, il témoigne d'une véritable évolution africaine. Ensuite, deux histoires que vit Gloria en parallèle. La première, c'est en Guinée-Bissau, où elle assiste à une cérémonie en l'honneur de son père défunt. L'autre, c'est en France, le mariage de sa fille, où toute sa famille se réunit. Les deux histoires se répondent et se rejettent. On est un peu entre la fiction et le documentaire. En fait, dès le début du film, moi, j'ai cru qu'il y avait un bug, parce qu'en fait, on assiste au casting de l'actrice qui va jouer Gloria. Et en fait, très vite, on comprend que pendant les 3 heures que durent ces histoires entremêlées, c'est justement par ce biais que la fiction a rejoint la réalité. Et je pense en fait que c'est la meilleure manière de faire ressentir une histoire comme vraie. En fait, on découvre réellement des traditions, ainsi que ses relations familiales, et je sais pas, c'est à la fois de l'anthropologie et comme une impression de faire partie de cette grande famille. Le réalisateur franco-sénégalais, Alain Gomis, il a vraiment fait comment capturer le réel le film. C'est impressionnant. Évidemment, il évoque aussi le passé colonisé donc de la Guinée-Bissau, à travers les yeux de la fille de Gloria qui donc découvre son histoire. Et Dao est sorti donc il y a pas très longtemps en salle après avoir été présenté en compétition à Berlin, et peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo, il y a encore quelques séances par-ci par-là. Donc franchement, check, on sait jamais. Dans ce documentaire, on découvre la vie et l'œuvre de Juan Tomás Ávila Laurel, l'auteur de Guinée équatoriale le plus publié au monde, qui a dû quitter son pays pour protester contre la dictature de Teodoro Obiang. Alors malheureusement, je n'ai trouvé que la bande-annonce de ce film, mais il a l'air assez incroyable, surtout dans sa forme. En fait, le réalisateur, qui est journaliste et qui a coécrit le documentaire avec l'auteur lui-même, il a mêlé prise de vue réelle, animation et images d'archives pour justement dresser ce portrait très engagé et raconter le colonialisme de ce pays. Le titre du documentaire en français donne « L'écrivain d'un pays où il n'y a pas de librairie ». Ça donne une idée, je trouve plutôt pas mal du docu, et moi ça me donne grave envie. Ça a l'air super fort. Alex Grant, surnommé Agro, est un salesman. Il saisit les biens des clients qui n'ont pas honoré leur paiement de crédit bail. Les parents de sa petite amie le prennent juste pour un voyou, mais il semblerait cacher autre chose. Alors,
Pareil que pour le film précédent, je n'ai malheureusement trouvé que la bande-annonce du film. Et je vais pas te mentir, mais en vrai, j'ai grave galéré en fait à comprendre de quoi ça parle. En fait, c'est un peu le risque avec ce format, c'est que il y a certaines œuvres qui sont introuvables et juste incompréhensibles. Hein. Après, j'ai quand même trouvé qu'il s'agissait donc d'un des premiers longs métrages entièrement réalisés en Guyana, que c'est une comédie noire et que le magazine Time Out a pas du tout aimé le film, puisque dans la mini-critique que j'ai trouvée, elle se termine par hélas, ce rebelle manque non seulement de cause à défendre, mais aussi de scénario, de réalisateur, de monteur et de partenaire de jeu compétents. Voilà, un beau bijou, je crois. Désolée, parfois c'est un peu dur de trouver des films tout court, bon ou mauvais pour ce tour du monde. Donc, mais si tu en as un du Guyana à me proposer, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que là, c'est complicado. Freda vit à Saint-Domingue avec sa famille, mais à cause de la précarité et de la montée de la violence en Haïti, tout le monde cherche à fuir l'île, sauf Freda, qui croit en l'avenir de son pays. Pour le coup, je me souviens encore de la fois où j'ai découvert donc ce film un peu après sa sortie et comment en fait il m'avait complètement retourné. Le regard que Freda porte sur ce qui se passe autour d'elle est incroyablement fort. La réalisatrice, donc Jessica Janus, elle a voulu donc parler de la réalité de la jeunesse haïtienne entre moments festifs et violences réelles, hein, qui sont donc montrés par des images d'archives. Et surtout, elle utilise des personnages féminins, mais d'une force incroyable. Parce que oui, c'est surtout et avant tout un film de femmes qui montre donc tout le système patriarcal qui est en place dans son pays. Et à ce propos, alors j'aime pas forcément utiliser trop des citations comme ça, mais je trouve que celle de la réalisatrice est incroyable pour expliquer en fait son film et même toute sa philosophie. Je voulais avant tout faire un point de vue féminin sur la société haïtienne. L'analyse de la situation de notre pays est monopolisée par les hommes. Dans une société aussi patriarcale que la nôtre, les femmes ne sont pas en haut de l'échelle. Il y a donc un silence qui leur est imposé, tant au niveau de la sphère publique que dans le quotidien. Mon film fait écho à ce que j'ai vécu en tant que femme dans ce pays. Les hommes disparaissent et ont le droit de le faire. Ils ont le droit d'aller et d'exister ailleurs. Alors que la femme est comme dans un étau et doit vivre là. Pardon, mais ce film est un énorme coup de cœur. Et je pense que c'est même un film qui est important à voir, et je te le conseille, te le reconseille 1000 fois. Vraiment, voilà. Don Callisto, un méchant propriétaire terrien, veut absolument les terres qu'un pauvre paysan refuse de lui céder, parce qu'il veut les transmettre à ses enfants. Callisto demande alors au maire de régler la situation, pendant que le paysan trouve des stratagèmes pour le détourner. Le début d'un très gros conflit se dessine. On va pas se mentir, il y a assez peu de films du Honduras qui sont arrivés à traverser les frontières. Et pour celui-là, c'est même le level d'au-dessus. Puisque donc Kafati a commencé le tournage de son nom avec vraiment 3 francs 6 sous en pellicule 35 mm en noir et blanc en 1984. Et le montage, il l'a terminé en 1996. Sauf que, une semaine plus tard, alors qu'il restait plein de choses à faire, le cinéaste meurt. Déjà qu'il a fallu 12 ans pour qu'il arrive quasiment à la fin de son projet. Et donc c'est Ramsès Kafati, donc son fils, qui prend le relais et qui boucle le film en 2001. Après, il sera sélectionné en 2003 à la quinzaine des cinéastes à Cannes, ce qui fait que le film sortira près de 20 ans après son tournage. Et en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression d'assister à un film de néo-réalisme des années 60 en décor naturel. En fait, c'est le cas quasiment, puisque juste, il a mis 20 ans à arriver. Il reprend vraiment la tradition du cinéma d'Amérique latine, hein, justement pour raconter comment les riches, hein, encore et toujours eux, oppriment les pauvres dès qu'ils peuvent et de la manière la plus cruelle possible. Si on peut trouver ça assez classique sur le papier, on se rappelle juste qu'il a fallu 20 ans pour le faire et la mort du cinéaste pour qu'il sorte. Hein. Voilà, ça remet rapidement les choses en perspective, n'est-ce pas ? Slot, un décorateur d'intérieur sur le point de se marier avec Clary, va tomber amoureux d'une amie de cette dernière, Aniko. Alors oui, c'est peut-être pas le synopsis le plus poussé de la planète, mais je suis à peu près sûre que vous n'avez jamais vu un film comme ça. Et je pèse mes mots, hein. Seul long métrage du peintre et animateur hongrois Kovasnai, qui avait quand même déjà fait 29 courts-métrages avant, hein, pas mal. Ce film est souvent présenté comme le chef de film du cinéma d'animation expérimentale des années 70 post-hippie. Il est accompagné d'une BO
pop, rock, jazz, funk, sacré mélange. Et surtout, il multiplie les méthodes d'animation, hein, que ce soit en peinture, en stop motion, en effet d'optique de caméra ou même en collage. C'est d'une folie tellement visuelle que, en fait, ça épouse très bien la confusion de l'époque de cette société hongroise qui, justement, se retrouve assez désabusée, on va dire, par l'idéalisme porté par le régime socialiste. Et malgré tout, on est sur donc une histoire d'amour qui est également une comédie musicale. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'était une comédie musicale alors que c'en est une, quoi. Qui est à la fois chronique, sociale, surréaliste et qui est visuellement, je pense, un des gestes d'animation les plus importants des années 70, qui va inspirer énormément de cinéastes par la suite. Mais rien que ça, en fait. Sincèrement, si tu veux t'intéresser à un courant de l'animation très intéressant, l'animation hongroise, elle déçoit jamais. C'est toujours à un sacré niveau. Alors, pour finir cette vidéo de cet épisode des pays en G et H, je sais que j'avais dit que je sélectionnais mes pays du tour du monde par la liste établie par l'ONU, mais on va pas se mentir. Je ne peux pas parler de cinéma sans évoquer le cinéma hongkongais. Et surtout, un nom. Dans les années 60, Madame Chan loue une chambre dans un appartement à Hong Kong. Le même jour, Monsieur Cho s'installe sur le même palier. Ils découvrent alors que leurs conjoints respectifs sont en réalité amants, et cette blessure va créer une liaison entre les deux voisins. Si tu n'as jamais vu In the Mood for Love, regarde In the Mood for Love. C'est sûrement l'une des plus belles histoires sur l'amour que le cinéma ait jamais porté. Parce qu'en fait, justement, il montre tout ce qu'est l'amour. L'émoi, la passion, les questionnements et tout ça, sans rien montrer réellement. Parce que tout se passe à travers des regards et des sentiments que justement partagent ces deux personnages. Wong Kar-wai, il aime privilégier les silences, les ralentis, les cadrages à travers les portes ou les miroirs, et surtout il utilise une palette de couleurs chaudes qui en fait traduisent visuellement le désir contenu des personnages. Chaque plan est chorégraphié, transformant des petits gestes du quotidien en moments d'intensité émotionnelle dingue. En fait, c'est un film d'une grande pudeur, mais en même temps passionnément passionné, du genre où en fait deux personnes qui marchent dans un couloir deviennent plus bouleversants qu'une déclaration d'amour qu'on pourrait trouver dans n'importe quel autre film. Et derrière son histoire d'amour impossible, justement, Wong Kar-wai, il voulait aussi raconter une Hong Kong disparue, celle des années 60, encore marquée donc par cette migration chinoise, avec des appartements exigus et une vie de quartier où en fait l'intimité, elle n'existe quasiment pas en fait. À ce moment-là, la ville devient un personnage à part entière. Le film a été présenté au Festival de Cannes en 2000 et alors ce qui est fou, c'est que Wong Kar-wai, il l'avait même pas totalement terminé avant de l'envoyer. Parce que en gros, il a travaillé sans scénario figé, réécrivant et retournant des scènes au fil des inspirations, et il a terminé le montage seulement quelques jours avant sa venue au Festival de Cannes, où l'acteur Tony Leung a finalement gagné le prix d'interprétation masculine, et il le mérite évidemment plus que quiconque. Son interprétation est totalement dingue. Donc si tu as envie de tomber amoureux de l'amour, je pense que c'est juste l'un des meilleurs films pour ça. Incroyable. Et voilà, c'est fini pour cet épisode numéro 5. Et alors, j'ai compté, mais depuis que je me suis lancée ce défi, avec donc Arthur qui m'aide à écrire ces vidéos, on a vu 81 films de 81 pays différents. Donc on est bientôt à la moitié. Oui, c'est ça, bientôt. Pour rappel, si tu veux me soutenir, c'est donc en likant, commentant et boostant la vidéo et en t'abonnant évidemment à ma chaîne si tu ne veux manquer aucun épisode. Pour le mois prochain, on fera donc les films des pays en I et J. Donc Indonésie, Islande et Japon. Et alors, en parlant de Japon, tu sais quoi? Non, en fait, je vais te garder la surprise. Ouais, on en parle au prochain épisode. Mais en tout cas, n'hésite pas à me donner tes recos pour les films de ces pays en commentaire. Et sur ce, je te dis à très vite pour la suite de ce tour du monde des films.